Alors j'ai tenu à clore cette saison avec vous, car on va le voir, Benoît Peeters fait en quelque sorte la synthèse des différentes démarches artistiques et littéraires qu'on a pu rencontrer au cours des divers moments de la saison. Alors pourquoi? Parce que à travers votre parcours, à travers tes livres, Benoît, tu ne cesses finalement d'interroger les questions fondamentales que pose la littérature et l'écrit, et notamment en passant par les liens que l'écrit peut entretenir avec l'image, les images, et je pense évidemment là à la bande dessinée, mais aussi à la photographie ou au cinéma. Donc on essaiera d'aborder tout ça. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Je vous cache pas que c'est toujours un peu un défi pour un modérateur de présenter Benoît Peeters, en tout cas d'essayer de faire un tour d'horizon loin d'être exhaustif. Parce que vous le verrez, le parcours de Benoît Peeters peut sembler peut-être par moments éclaté, disparate, mais on verra. En tout cas, j'espère que vous percevrez une cohérence que je voudrais aujourd'hui pouvoir vous dévoiler. Alors, juste pour donner un aperçu de ce parcours passionné, cultivé, érudit, je vais simplement énumérer les différentes cordes de l'arc ou des arcs de Benoît Peeters. Alors, on vous connaît bien sûr comme scénariste de BD, hein, on pense évidemment à la série des Cités obscures, que je pense tout le monde connaît. J'ai pris un des volumes qui est Bruxelles chez Casterman, mais attention, à côté de ça, ça se complique un petit peu, puisque vous êtes je veux dire Benoît. Oui, tu es licencié en philosophie de la Sorbonne, tu es romancier, éditeur, tu as cofondé avec notamment Yann Battens, que nous avons reçu ici l'année passée, la maison d'édition Les Impressions Nouvelles, qui est située ici à Bruxelles. Tu es également réalisateur de courts-métrages, mais aussi d'un long-métrage, Le Dernier Plan, dans lequel on peut voir notamment Pierre Arditi, si je ne m'abuse. Tu es biographe, travail biographique important, Hergé, Derrida, Valéry, dont on va parler, entre autres, essayiste. Je pense toujours à ce très beau livre que j'aime beaucoup sur l'enquête des duos littéraires, que tu avais publié il y a quelques années. En collaboration. En collaboration également, critique, auteur de récits photographiques. Donc vous voyez que avec Marie-Françoise Plissard, en collaboration, le récit, le roman photographique était un petit peu aussi le sujet de notre rencontre avec Yann Battens. Et alors vous voyez que effectivement les domaines et les récits sont évidemment nombreux. Alors juste une petite question comme ça. Tu as rappelé dans une interview effectivement que on avait parfois pensé que tu avais des homonymes. On se dit Benoît Peeters, ce n'est pas le même qui écrit une biographie d'Hergé que celui qui fait un essai sur les duos littéraires. Oui, il m'était arrivé alors que j'avais publié un essai, peut-être le premier livre que j'avais fait sur Paul Valéry, que quelqu'un me demande si ça ne m'ennuyait pas trop d'avoir un homonyme qui faisait de la BD. J'ai dit que nous nous entendions fort bien, mais j'ai découvert récemment qu'il y avait un Benoît Peeters, spécialiste de basket, qui écrit régulièrement sur le basketball, et donc là je dément les rumeurs, ce n'est pas moi. Mais voilà, comme une amie faisait une petite recherche, elle me dit, mais alors tu es aussi spécialiste de basket? Non, je ne suis pas spécialiste de basket, donc il y a de véritables homonymes, mais si je l'étais, je ne m'en cacherais pas. Et d'ailleurs, mon ami Yann Battens, que tu as reçu, qui a été reçu ici, a écrit des poèmes sur le basketball, comme quoi les passerelles restent possibles. Alors, ce sont les belles coïncidences de la littérature et de ces moments, parce que je connais assez bien l'œuvre de Benoît Peeters, je le lis depuis un petit temps, et il se fait que moi-même j'ai été piégé, pas plus tard qu'hier, puisque à la bibliothèque où je travaille, ici tout près, on me rend
hier, je tenais quand même à donner cette anecdote, on me rend un audio-livre, vous savez, ces livres lus, livre de Primo Levi, si c'est un homme, lu par le philosophe Raphaël Enthoven, et on me rend ce livre et je jette un œil et je vois remerciement à Benoît Peeters, écrivain, pour sa lecture de l'interview de Primo Levi par Philippe Roth. Donc tu es aussi lecteur, je vais dire à tes heures perdues, mais bon. Oui, je ne sais pas, j'aime bien lire les textes à haute voix, peut-être que je lirai une page ou deux tout à l'heure, et j'aime bien lire les textes des autres, et donc voilà, j'avais commencé ma carrière de lecteur en remplaçant au pied levé Patrick Modiano pour la préface au journal d'Ellenberg, qui est un livre absolument magnifique, un journal d'une jeune fille sous l'occupation. L'histoire se termine mal, comme on peut s'en douter, et Patrick Modiano avait écrit la préface de ce livre. Il avait accepté d'enregistrer sa préface, et au dernier moment, sa timidité l'en a empêché, et donc j'ai lu moi-même ce très beau texte. Voilà, je crois qu'un écrivain ou quelqu'un qui écrit et qui a une sensibilité forte à l'écriture a toujours un rapport assez sonore, même s'il reste implicite, à l'écriture. Les textes, on les entend parfois sans les proférer, mais on les entend, et quand on lit ceux des autres, c'est une épreuve très intéressante. Un beau texte, généralement, se lit très facilement à voix haute, et un texte sur lequel on achoppe régulièrement est un texte que l'auteur n'a pas assez entendu, ou que le traducteur n'a pas assez entendu. Barthes avait écrit pendant les années 60 cet article court qui a eu une énorme fortune critique, mais qui a constitué probablement pour lui aussi un piège terrible. La distinction de l'écrivain et de l'écrivain, somme toute, on peut l'expliquer très simplement, c'est que l'écrivain écrit quelque chose et que l'écrivain écrit. Donc, qu'écrire pour l'écrivain s'entend de manière intransitive, non pas qu'il n'écrive pas sur quelque chose, qu'il n'écrive pas une histoire, qu'il n'écrive pas des idées, mais que d'abord l'écriture est le sujet secret de son travail, comme la peinture est le sujet secret des peintres, quels que soient les motifs qu'ils abordent. Et donc Barthes établit une distinction assez nette. L'écrivain se sert du langage, et l'écrivain, d'une certaine façon, sert le langage. Mais évidemment, en faisant cela, il se mettait, lui, le critique, le commentateur, le professeur, du côté de l'écrivain. Or, toute sa vie, tout son amour de la littérature le rapproche peu à peu de la figure de l'écrivain qu'il n'ose pas tout à fait assumer, sauf vraiment dans ses œuvres les plus tardives. Et donc, il a créé un peu le piège, et il a eu ensuite du mal à s'échapper du piège qu'il avait lui-même ourdi. Et moi-même, j'ai toujours un rapport un petit peu ambigu au mot écrivain. Je n'ai pas de difficulté à utiliser le mot auteur à mon propos. Auteur, c'est mon travail, c'est mon métier, c'est ma passion. Auteur de choses diverses, ça peut être un scénario, ça peut être une exposition, ça peut être un documentaire. Écrivain, c'est un mot un peu solennel. On voit un peu toute l'histoire de la littérature qui arrive, et on se dit, est-ce que je peux employer ce mot? Et pourtant, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que peut-être il faut retrouver un peu de sérénité par rapport à ce mot, si l'écriture nous importe. Peut-être aussi qu'il faut se dire que suivant les jours, suivant les situations, on est tantôt écrivain, tantôt écrivant, et que ce n'est pas si grave, de même que on peut être scénariste, c'est-à-dire dans un rapport à des mots qui vont en partie s'effacer. Quand j'écris un scénario, je décris des images, par exemple, et cette description n'est pas destinée à rester, comme scénariste de film. Et puis, à d'autres moments, on peut écrire, par exemple, une voix off, qui, elle, va être dite dans un film, donc qui entre davantage du côté de l'écriture. Puis on peut aussi écrire les images avec les images, même si on ne les réalise pas soi-même. Et donc, j'enlève un peu de solennité à cette distinction. Je me dis que ce n'est pas si important que ça. En tout cas, pour moi, c'est pas une question existentielle fondamentale, parce que le plus important, ça a été d'être du côté du faire, de l'agir, et souvent, tu parlais de réseau, du faire en collaboration, du faire avec d'autres,
photographes, un musicien, des dessinateurs, des cinéastes, et à ce moment-là, une certaine, importance comme ça de l'ego, du moi-je qui peut caractériser l'écrivain, disparaît un peu. On essaye de faire ensemble quelque chose, non seulement de faire quelque chose, mais de faire avec l'autre, d'utiliser le talent de l'autre tout en se laissant utiliser par lui et en donnant naissance à quelque chose qui n'est plus tout à fait ni de l'un ni de l'autre. Parce que je crois que dans une collaboration réussie, il se passe toujours autre chose qu'une addition de talent. Il se passe une petite transmutation. Ce que Borges, parlant de sa collaboration avec Bioy Casares, appelait le troisième homme. Peut être la troisième femme aussi. Voilà. Quelque chose qui fait surgir de l'autre et qui peut nous surprendre et qui fait aussi que même si c'est une activité très sérieuse dans laquelle on s'engage très fort, elle reste pour moi assez liée à un côté enfantin et ludique. Il y a beaucoup de plaisir, que ce soit des matières intellectuelles ou des matières de fiction, beaucoup de plaisir et que peut-être le mot écrivain ne recouvre pas tout à fait. Voilà, donne un peu comme ça. Alors je ne vais pas faire une véritable autobiographie, ça serait très long, on pourrait rester sur chaque sujet, puisque l'histoire de la relation avec François, elle est déjà très chargée, comme un palimpseste. On s'est rencontrés à l'âge de 12 ans, il dessinait tout le temps, j'écrivais, on était un petit peu comme ça, peut-être... On se sentait un peu différent du reste du groupe, ce qui nous a rapprochés. On a fait un petit journal à l'école pour donner le sentiment que c'était un journal vraiment porté par grande dynamique et rassurer la direction. On avait créé des pseudonymes pour donner l'impression d'une grande effervescence, mais on faisait à peu près tout à deux. Lui plutôt les dessins, moi plutôt les textes, mais on fabriquait le journal ensemble, on le vendait dans la cour de récréation, ce qui n'était pas notre premier talent. Et bref, on le faisait. Mais de manière étrange, on était aussi les deux seuls élèves du père de François, Robert Skeuten, qui était architecte, mais aussi peintre, et qui nous donnait des cours de peinture. Donc c'était une pratique de l'image aussi. À l'époque, j'étais pas si mauvais en peinture. Le problème, c'est qu'on n'était que deux élèves. Il y avait un excellent et un plutôt bon. Et donc, celui qui était plutôt bon, qui était moi, a décidé de partir vers d'autres voies. Mais cette façon dont on travaillait ensemble et dont on s'intéressait l'un et l'autre à l'image, le père de François nous emmenait voir des expositions, puis il nous disait, bon ben voilà, vous avez vu Delacroix, maintenant vous allez refaire un tableau à la manière de Delacroix. On avait 12 ans et demi, donc il trouvait que c'était pas tout à fait Delacroix, ce dont on convenait assez volontiers, mais quand même, François c'était un peu mieux. Puis une autre fois c'était Paul Klee, enfin tout ça, c'était une pédagogie à la fois dure et excitante. Et j'en ai gardé un immense amour de la peinture, dont j'ai pas fait peut-être tout ce que j'aurais pu faire, même dans mon écriture. Et donc, quand on a commencé à collaborer avec François quelques années plus tard, quand il était publié dans Métal Hurlant, moi j'avais publié mon premier roman, et qu'on a décidé d'essayer de faire un livre ensemble, je pense que cette complicité enfantine et ce rapport très fort à la chose à faire, c'est-à-dire par exemple, un journal, c'est pas simplement des dessins plus des textes, c'est un objet qu'on crée ensemble. La chose à faire qui était le tableau ensemble sur le même sujet, c'est resté une base de notre complicité. Alors on discute ensemble, on parle de thèmes, et puis quand un thème nous plaît vraiment à tous les deux, quand il rebondit bien entre nous, je commence à écrire un synopsis, François fait des esquisses, cherche les personnages, cherche les lieux, et puis après on travaille par petits morceaux, par petits modules, en partie à la table ensemble. Donc bon, j'ai très longtemps vécu à Bruxelles, je suis maintenant un peu plus à Paris, mais j'allais chez François, à table à dessin, on se mettait côte à côte, on faisait le storyboard ensemble, parfois j'arrivais avec les dialogues et l'image esquissée suivait, d'autres fois on faisait d'abord pour des séquences plus fondées sur le mouvement, d'abord le storyboard, puis j'écrivais les dialogues au retour. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on essayait de trouver une forme qui soit vraiment bande dessinée, c'est-à-dire une forme qui ne soit pas un texte illustré, mais comment dire, une cohésion, une dynamique propre qui relie tous les éléments, d'autant qu'on décrit un univers un peu imaginaire. Bruxelles, c'est assez proche de Bruxelles, mais c'est quand même assez différent aussi, et d'autres cités obscures sont plus différentes, et donc un univers imaginaire, il faut le voir ensemble de la même façon, jusque dans les détails. Il ne s'agit pas de tout décrire et de dire tu vas exécuter ce que j'ai décrit, il s'agit plutôt d'avoir une sorte
vision commune. Et quand je travaillais au début des années 80 avec Marie-Françoise Plissard pour des récits photos, là aussi elle était extrêmement associée aux premières phases de réflexion, et moi je restais associé jusqu'au tournage, entre guillemets, ou au montage des pages, parce que pour moi il ne s'agit pas simplement d'écrire le texte, d'écrire l'histoire, d'écrire le dialogue, mais bien d'écrire l'image. C'est ça le cœur, et c'est ça qui m'a toujours intéressé dans les collaborations, d'ailleurs, que ce soit avec des documentaristes, des photographes, des dessinateurs, c'est qu'ils acceptent ce jeu d'aller-retour. Je n'ai jamais un scénario dans un tiroir qui dirait, tiens, voilà, est-ce que tu aurais un scénario réaliste ou un scénario qui se passe au Moyen-Âge? Ah oui, voilà, je l'ai dans le 4e tiroir, j'attendais que ça. Voilà, prends les 80 pages et reviens dans un an me montrer la bande. C'est une idée totalement saugrenue pour moi. Ça n'a aucun sens. L'idée d'écrire un scénario comme ça, in abstracto, et puis que quelqu'un le fasse, c'est vraiment rencontrer quelqu'un, dialoguer, avoir de la sympathie, de l'amitié si possible, parfois même plus que de l'amitié, et essayer avec tout ça de faire quelque chose. Et quand c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas profondément, quelqu'un avec qui je n'aurais pas envie de passer 2 ou 3 jours dans telle ou telle circonstance, par exemple quand un livre sort et qu'on l'accompagne, alors ça m'intéresse vraiment pas du tout. La collaboration professionnelle, on pourrait appeler la collaboration froide, c'est quelque chose qui m'inhiberait complètement. Il est certain que la discontinuité est au cœur de la bande dessinée. Et la lecture crée du lien. On a des images séparées, on a du dessin et des textes. Les gens qui n'aiment pas la bande dessinée, qui ne l'ont pas lu étant enfant, posent cette question qui laisse absolument perplexe tous ceux qui disent « Mais est-ce qu'il faut d'abord lire les textes ou regarder les dessins ?» Évidemment, quand on aime la bande dessinée, on sait qu'avec tous ces fragments, avec ces cases posées les unes à côté des autres, formant des pages, des doubles pages, formant des chapitres ou des récits, avec ces textes, ces points d'exclamation, ces petits signes. On vient de publier aux Impressions Nouvelles un livre de Jean-Christophe Menu qui s'appelle Krolebitsch. Krolebitsch, c'était un mot de Franquin pour désigner tous les petits signes qui marquent les émotions, le mouvement, ou bien tous ces petits queues en tire-bouchon au-dessus de la tête de Tintin quand il est ébahi, etc. Tout ça forme un langage que nous relions. Voilà, ça c'est une particularité. C'est vrai qu'un tableau, c'est tout à fait autre chose. Un tableau, et d'ailleurs les tableaux ont parfois du mal à coexister dans les musées ou dans les expositions, ils sont trop près les uns des autres. Un tableau, d'une certaine façon, c'est un monde un peu clos. Et quand on a fait avec François l'album La Tour, qui est inspiré du mythe de Babel, de la tour de Babel, on est parti d'un tableau, enfin de plusieurs variantes de tableaux de Bruegel sur la tour de Babel, et on s'est dit d'une certaine façon, on va entrer dans ce tableau immense qui regorge d'histoire, on va passer à travers une ouverture, découvrir des personnages et les suivre, et ce peintre essaye de faire en une image, nous allons essayer de le faire à travers tout un livre, c'est-à-dire qu'un seul tableau donnerait la matière. Et bon, si on pense au plus célèbre tableau de Bruegel sur la tour de Babel, on a par exemple cette chose que nous avons essayé de retrouver dans notre album La Tour avec de tout autre moyen, et il ne s'agit pas de comparer évidemment le talent. On a cette chose, c'est qu'on voit les bateaux qui arrivent et qui apportent les pierres, on voit ceux qui les transportent, on voit la campagne qui existait avant le début de la construction de la tour, on voit les parties déjà finies, celles en chantier, tous les outils qui ont été nécessaires, et puis les parties déjà en ruine et rattrapées par la végétation. Et donc, toute l'histoire de la tour, nous l'embrassons en laissant se promener notre regard. C'est le cas d'un certain nombre d'autres peintures classiques. Et bien nous, c'est comme si on était extrêmement serré, extrêmement proche, et qu'on accompagnait un personnage à travers toutes ces étapes. Et il y a encore beaucoup plus d'histoire dans le tableau de Bruegel que dans le tableau. Mais ce sont des logiques différentes, ce sont des langages différents. J'ai jamais été très préoccupé par les hiérarchies entre les arts. Genre que la bande dessinée, c'est un art mineur, le roman photo, en plus c'est épouvantable, le roman photo, c'est la honte, etc. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ce problème, sincèrement, ce que les Américains appellent high art, low art, grand art, art mineur, je trouve qu'il y a à l'intérieur de chaque domaine des réussites exceptionnelles et des œuvres quelconques, des œuvres qu'on lit et qu'on aime, et qu'on oublie, des œuvres difficiles qui résistent et dont on se souvient.
et que c'est tellement plus intéressant et tellement plus important que de savoir si, je sais pas moi, la série télévisée est mieux que le cinéma ou moins bien que le cinéma. C'est tellement plus intéressant de savoir ce que chacun fait avec ce qu'il a. Une nouvelle, ce n'est pas moins bien qu'un roman, une peinture, ce n'est pas moins bien ou mieux qu'une poésie. C'est vraiment pas Barthes, dont j'ai eu la chance d'être l'étudiant à la fin de sa vie et au début de la mienne, Barthes était quelqu'un qui était tout à fait affranchi de ses distinctions. Et je crois que c'est une des choses qui m'a toujours plu chez lui, c'est ce fait qu'il pouvait porter la même attention à une image publicitaire et à un grand texte littéraire. Que c'était l'œil qui faisait la différence, c'était la qualité d'attention. Quand vous lisez un des livres que je préfère de Barthes, qui est L'Empire des signes, qui est le livre sur le Japon, il ne regarde pas le Japon à travers son histoire, à travers sa culture, il le regarde avec l'attention au quotidien, qui donne du sens à tout, même à ce qui pourrait, pour un regard rapide, ne pas en avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai sûrement retenu beaucoup de lui, c'est le regard, c'est l'attention, c'est la rigueur, c'est la passion qui font l'intérêt de l'objet et pas le fait d'appartenir à un grand genre ou à un petit genre. Vous avez, à un moment, la peinture a un peu abandonné au XIXe siècle les grandes machines narratives et on voit par exemple Manet peindre une botte d'asperges. On va bientôt manger donc. Et il peint une botte d'asperges et le collectionneur américain qui lui achète ce tableau, ce petit tableau, paye une somme plus élevée que celle que Manet attendait. Et donc Manet, qui est touché, réalise un nouveau petit tableau où il y a une seule asperge. Un petit tableau comme ça. Il en manquait une à votre botte, lui dit-il en lui offrant le tableau. Et ce petit tableau de cette asperge seule vaut autant que des tableaux de bataille, des grandes scènes religieuses ou mythologiques. C'est juste un magnifique tableau. Et c'est quoi ? C'est une asperge sur un fond quasi monochrome, tout proche de la couleur de l'asperge. Et c'est de la peinture, voilà, c'est de la grande peinture, même si c'est un tout petit tableau, et s'il représente simplement un légume humble et même pas épluché. Et je crois que ça, c'est vraiment dans la sensibilité esthétique. Quand on sent pas ça, quand on pense qu'il faut une grande bataille pour avoir un grand tableau, on est encore dans une vision tout à fait caduque. Voilà, c'est une caricature, ça peut être aussi bien qu'un dessin académique quand elle est talentueuse. Il y a eu cette amitié avec François et puis cette passion d'enfance et d'adolescence pour Tintin qui m'ont conduit à la bande dessinée. Alors peu à peu, comme j'avais écrit des choses, je me suis dit, il faudrait que je connaisse un peu mieux la bande dessinée. Et donc j'en ai lu, j'ai découvert d'autres choses, j'ai rencontré d'autres auteurs. Et maintenant, à un âge presque vénérable, je commence à la connaître un peu, mais comme il y a de plus en plus d'auteurs et de plus en plus de productions, je reste de toute façon toujours insuffisant. Mais je dirais que comme adolescent, mes deux vraies passions étaient la littérature et le cinéma. Et donc, si une amitié m'avait conduit vers le cinéma aurait pris une place beaucoup plus considérable dans ma vie. Mais en même temps, j'ai rencontré la bande dessinée qui était une forme pas trop intimidante, malgré des œuvres géniales comme celle d'Hergé, de Winsor McCay, de quelques autres. Et donc, j'avais l'impression qu'il était plus facile peut-être de faire son chemin dans ce monde de la bande dessinée que dans celui de la littérature, que c'était moins lourd que le cinéma, qui supposait beaucoup de patience et quand même souvent beaucoup d'argent. Et donc voilà, je suis heureux d'être parti vers cette voie-là et d'avoir compris un peu ce langage. Je pense que le monde imaginaire des cités obscures, on a pu le développer très librement avec la confiance de notre éditeur et que voilà, c'était merveilleux. Puis on est arrivé dans un moment où la bande dessinée s'ouvrait un petit peu à un public plus adulte, où des thématiques plus littéraires, plus architecturales, plus urbaines pouvaient y entrer et trouver un écho. Donc ça a été très bien, mais ma vie aurait pu prendre une toute autre tournure et je ne suis pas un obsédé de la bande dessinée et dans mes lectures elle n'occupe finalement qu'une place restreinte. Ce que j'ai essayé de faire dans le petit livre Lire la bande dessinée, c'est de proposer un regard sur l'histoire et le langage de la bande dessinée qui ne soit pas strictement universitaire et qui ne soit pas non plus d'ordre, disons, fanzineux,
qui essaye de parler de ce langage en le considérant, mais sans le séparer de ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire de faire un livre qui soit sérieux, informé, mais pas jargonnant. Voilà, de toute façon, j'ai toujours détesté ce qui ressemble à du jargon. J'ai côtoyé un monde où c'était assez présent. J'ai pu parfois même le goûter en l'entendant, mais personnellement, mon goût de la transmission est tel que je ne peux pas écrire. J'ai du mal à me résigner à ce qu'on ne comprenne pas ce que j'écris, même si quelquefois ça peut être un petit peu plus exigeant et que ça peut demander un peu plus d'attention. Et je n'ai jamais réussi à bien comprendre l'opposition que certains tracent comme une ligne, comme un mur, une frontière entre fiction et réflexion. C'est quelque chose qui m'a déconcerté. Bon, je vois en face de moi Rossano Rossi, dont j'aime beaucoup le travail de romancier, de poète, et je sais qu'il est aussi enseignant. Et une chose qui est frappante dans l'enseignement, par exemple, c'est que dans les petites classes, en tout cas de mon temps, mais je crois encore dans beaucoup d'endroits, jusqu'à la fin des primaires, on écrit de la fiction, et puis on arrive dans le secondaire, on est grand, on va être ado, alors on écrit de la réflexion, des dissertations, des textes pensés. Comme si tout d'un coup, voilà, la fiction c'était pour les petits et puis la réflexion c'est pour les grands. Mais les petits sont tout à fait capables de réfléchir, de faire des ateliers philo avec des petits enfants, et les ados sont parfaitement capables d'inventer, et les étudiants et les adultes aussi. Pourquoi on devrait décider à un moment qu'il y a des moments de la vie où on est d'un côté ou de l'autre? Pourquoi on devrait aussi décider qu'il y a des spécialistes qui seront toujours des critiques, des érudits, des historiens, des spécialistes, et puis d'autres qui sont des inventeurs? Alors, les inventeurs, les romanciers, les machins, sont très imaginatifs, mais mythologiquement un peu stupides, ils comprennent pas très très bien ce qu'ils font, mais enfin bon, ils le font avec beaucoup de talent, ils sont dedans, ils sont pris dans leur imaginaire. Et puis les autres, ben, ils sont très intelligents, ils ont une grande capacité à comprendre le travail des autres, mais au fond assez stérile. Hein, donc on a comme ça le critique clairvoyant et stérile, et l'inspiré un peu stupide. Pourquoi? Et quand on regarde l'histoire des littératures, prenons le XVIIIe siècle que j'aime beaucoup, prenons Diderot, prenons Rousseau, mais est-ce que c'est des gens qui ont choisi? Diderot fait de la critique d'art, il écrit du roman, il écrit du théâtre, il écrit l'encyclopédie, donc il se frotte à tous les savoirs de son temps. Rousseau fait pleurer avec la nouvelle Héloïse, mais il écrit le Contrat social, qui est un grand texte de réflexion politique, et puis il écrit les Confessions ou les Rêveries du promeneur solitaire, qui échappent à tous les gens, et on n'éprouve pas le besoin de dire, mais enfin, monsieur Rousseau, choisissez, vous êtes du côté de la fiction ou du côté de la réflexion, vous êtes un philosophe ou vous êtes un écrivain. On n'a pas cette chose-là. Et quand on regarde sur la peinture, par exemple, combien de grands écrivains ont écrit des textes magnifiques sur la peinture sans être des critiques d'art spécialisés. Et puis, je sais pas, à un certain moment, on a comme ça cette division entre créateurs et professeurs, ceux qui savent et ceux qui créent. Et je pense que c'est une des choses, oui, peut-être au milieu du 19e, à peu près vers ce moment-là, quand se construit une certaine forme de notre monde moderne. Et ça me désole. Et j'ai envie de dire, personnellement, c'est vraiment une des choses qui m'importe le plus et qui m'importerait dans la transmission, c'est ne renonçons à rien. Ne renonçons à rien, ni à l'activité manuelle, ni à l'activité de pensée, ni à l'imagination, ni à la rigueur. Ne choisissons pas. Bien sûr, la vie choisit pour nous, on ne fait pas tout ce qu'on voudrait faire. On a la plupart d'entre nous, de différentes façons, plus de projets que de temps pour les réaliser. Mais ne renonçons pas par principe. Ne nous disons pas, ça y est, j'ai choisi ma spécialité, maintenant je suis, je sais pas, physicien. Donc si je suis physicien, je m'occuperai de physique. Si je suis médecin, je m'occuperai de médecine. Et pourquoi il y a eu par exemple des médecins écrivains, il y en a eu de nombreux, et aujourd'hui, moi je suis ami avec Charles Masson, qui est un médecin ORL et un excellent auteur de bande dessinée, que j'avais fait éditer chez Casterman. Mais voilà, c'est formidable. Alors il n'est pas auteur de BD à plein temps, il est auteur de BD quand il a la possibilité de se libérer quelques mois pour traiter un sujet qui lui importe vraiment. Je trouve ça vraiment épatant, et je suis sûr que dans sa pratique de médecin, ça lui apporte aussi quelque chose. Mais je voudrais quand même également,
lire un petit extrait de la fin du dernier, de la dernière partie du recueil. Vous allez tout de suite comprendre que Benoît Peeters peut être un petit peu moins tendre. Oui, de toute façon, quand on lit Brussels, on voit un rapport un petit peu ambigu. Je me souviens même qu'un politicien, que je ne citerai pas, mais facilement reconnaissable pour les hautes fonctions qu'il a longtemps exercées à Bruxelles, dans la région, nous avait convoqués après la publication de l'album Bruxelles, en nous disant, écoutez, tout ça c'est très bien, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous nuisez gravement au tourisme ? C'était assez surprenant, puisqu'on décrivait un peu cette folie des travaux dans Bruxelles, et on a dit qu'on avait l'impression que la ville s'était employée assez bien. Et quelques années plus tard, il y avait Bruxelles 2000, Bruxelles capitale culturelle, et a été organisé un tour sur les traces de Bruxelles et du dossier B. Donc nous avions vu que nous avions pas véritablement nuit au tourisme, mais développé un tourisme alternatif. Alors oui, j'ai écrit quelques lignes un peu. Oui, j'aime bien, j'aime bien celui que j'ai pointé là. D'accord. Oui, j'aime bien. Alors je vais dire trois paragraphes. Allez, 4. Pour vous donner un peu le rythme. Cette ville ignorait le flâneur. Je ne nomme pas la ville. Cette ville ignorait le flâneur. Rien en elle qui invite à déambuler. Pas de vitrines, pas de trottoirs, mais des tunnels et des chantiers. Cette ville croyait au parking comme on croit en la liberté. Cette ville croyait au bureau comme on croit en des jours meilleurs. Il le savait, cette ville était de celles qui ne s'aiment pas. Ses édiles l'avaient vendue au plus offrant. Ses habitants continuaient de la fuir. Ses immeubles, démontés pierre à pierre, s'en allaient vers des cieux plus cléments. Il avait fini par le comprendre. Cette ville n'avait rien d'une ville. Sans fleuve et sans enceinte, sans même un véritable centre, elle était simplement commune. 19 fois commune. Cette ville, un jour, avait connu les bonheurs de l'universel. Quelques mois durant, elle avait dominé le monde de son étoile et son atome. Moderne, enfin, à l'égal des plus grandes, elle n'avait brillé qu'un été. C'est très méchant, je ne l'écrirai plus comme ça, mais bon, voilà. Un texte peut être fait aussi des sentiments et des humeurs. J'ai passé beaucoup d'années heureuses à Bruxelles, j'ai vécu dans plein de quartiers, mais il y a eu des jours où j'avais comme ça un peu ce désamour. Je pourrais écrire des choses aussi assez cruelles sur Paris. Mais donc, une nouvelle fois, il y a voilà, ce sont des fragments, hein, ce sont des éclats comme ça de souvenirs, mais qui ont leur cohérence dans le livre, parce que le livre ici, le recueil, débute par la relation entre Paris et Bruxelles, justement, se termine par ces cendres, puisque les fragments bruxellois de la fin sont réunis sous le chapitre cendres. Voilà, il y a toujours une cohérence, un aller-retour. Oui, mais la ville est toujours comme ça un objet qui s'évanouit parce qu'il est fait de nos souvenirs, parce que la ville change. On se souvient du vers de Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Mais c'est vrai que nous le percevons sans arrêt, et en percevant ces transformations de la ville, nous regrettons peut-être moins la ville elle-même que ce que nous y étions. Donc c'est un mouvement d'une nostalgie. Je parle il y a un long texte dans ce petit livre sur Prague. Bien sûr, et Prague, qui est une ville dans laquelle j'ai séjourné en 1984, assez longuement pour préparer un album. C'était Prague, évidemment, de l'époque du rideau de fer. C'était Prague qui appartenait à l'autre Europe, qui avait un charme fou, qui dégageait un profond sentiment de tristesse, qui donnait en même temps des possibilités uniques de relations avec les gens. Et je ne peux pas dire que je sois nostalgique du Prague de 1984, mais quand je vois aujourd'hui la vitrine touristique colorée, je vois aussi Prague enfuie. Voilà, quelque chose qui s'en est allé, qu'on ne peut pas raisonnablement regretter, mais dont on peut sentir l'évanouissement. Et peut-être que l'écriture est aussi là pour rattraper les choses. En couverture de ce livre, on ne voit pas très bien de loin, mais une très belle photographie de Marie-Françoise Plissard sur l'ancienne gare du Midi.
À Gare du Midi, au moment travaux, au moment où la tour va. Je ne peux pas dire que j'aimais profondément cette Gare du Midi, ni même l'usine Côte d'Or juste à côté, mais comment dire, si on y est passé des dizaines ou des centaines de fois, si on a vu ce lieu comme ça et qu'on le sent s'enfuir, on a le sentiment que quelque chose de cela mérite d'être sauvé. Mais on a parlé de l'image dans la bande dessinée, on a parlé un peu de l'image dans le cinéma. Il y a évidemment la photo. Alors encore dans ce livre, tu dis, Benoît, que finalement tu prends peu de photos quand tu es en voyage. J'en prends plus maintenant, je me suis laissé grignoter par des facilités contemporaines. Autrefois, je n'en prenais pas, puis quand j'ai vécu avec une excellente photographe, il m'aurait semblé un peu obscène de faire des photos à côté d'elle. J'avais une qualité qu'elle me reconnaissait, peut-être me reconnaît toujours, c'était une patience énorme. Vous savez, le photographe prenne du temps. On a voyagé ensemble en Sibérie, tout ça, dans des villes perdues. Et je suis une patience d'ange pendant que quelqu'un fait une photo. C'est pas une photo, je trouve qu'il y a... Voilà. Je suis pas pressé d'avancer. Et c'est peut-être une autre manière de percevoir la photo. Aujourd'hui, avec nos smartphones, ça va si vite. On n'a pas ce temps un peu comme ça, le pied installé, le truc, la lumière, la pause longue, le soir, avec... les lumières qui passent. C'est quelque chose qui crée des moments d'action dans le voyage que j'aime beaucoup. Je suis plutôt un peu rapide, alors c'est pas mal parfois d'avoir quelque chose qui vous ralentit. Un dessinateur a ça aussi. Quand un dessinateur voyage et qu'il a un carnet de croquis, et il ralentit le flux, il se passe autre chose. Au lieu de passer vite devant une façade d'église, on la regarde. Est-ce que tu prends des notes, un carnet de notes? Pas tellement, ça peut m'arriver, mais pas tellement. Pour ces choses-là, pour ce qui est de l'ordre de la sensation, je crois beaucoup plus au travail du temps, de la mémoire, de l'oubli qui oublie à peu près tout. Je théorise minimalement le voyage dans ce petit livre et je dis le tourisme obligé, c'est ce qui s'efface le plus vite. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville, alors vous dites je suis, je sais pas moi, à La Haye, donc il faut voir ceci, il faut voir cela, etc. Et puis vous visitez ces choses un petit peu mécaniquement. Et finalement, c'est un petit café, c'est la rue où vous êtes perdu, c'est une pluie qui vous a obligé à vous abriter sous un porche, qui vont vous rester plus tard. Alors j'avais le sentiment qu'on pouvait en tirer un petit art poétique du voyage, qui était que si on a peu de temps, finalement, on peut éliminer une partie des parcours obligés. Je me souviens, la première fois que j'ai eu la chance d'aller à Shanghai, dans le guide bleu disait « Shanghai ne mérite pas plus d'une journée ». Bon, il y avait comme ça une étoile, je crois, à Shanghai, et Pékin avait 3 étoiles, Xi'an avec les... etc. Shanghai ne mérite pas plus d'une journée, et puis on était resté une semaine à Shanghai, on a l'impression d'avoir rien vu du tout, j'y suis retourné plein de fois, j'ai toujours l'impression d'avoir rien vu du tout. Et je regarde cette phrase formidable, Shanghai ne mérite pas plus d'une journée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire? Je sais pas, il n'y a pas assez de musées importants, maintenant il y en a plus, mais il n'y avait pas assez de musées importants, il n'y avait pas assez de monuments, vous faites un tour sur le Bund, vous repérez les bâtiments des années 20 et 30, et puis bye bye, il y a d'autres villes qui vous attendent. C'est formidable ça, c'est une idée, c'est épatant, cette idée que, je ne sais pas, on dénombrerait les curiosités majeures et qu'on déciderait comme ça de les étoiles que mérite la ville et le temps qu'on peut y consacrer. À un moment, le roman graphique, créé en partie par Art Spiegelman avec Maus, ben le roman graphique, ça a fait école, ça a créé une nouvelle forme de bande dessinée. Là, au fond, ce dont on ne s'était pas rendu compte, et ce dont Jérôme Lindon ne s'était pas tout à fait rendu compte, c'est que c'était un petit miracle d'avoir fait ça, parce que on n'avait pas d'argent, et il fallait quand même investir de l'argent. Il fallait une complémentarité entre quelqu'un qui écrivait et qui photographiait. Il fallait du sens pratique. Il fallait un réseau d'amitié. Il fallait les clés de beaux bâtiments pour fabriquer tout cela. En plus, c'était très artisanal à l'époque. On n'était pas avec Photoshop. C'était vraiment les planches contact. On choisissait, on recadrait, on tirait. La page n'était pas parfaitement composée. On refaisait des tirages. Et
Et donc, il y avait ce petit miracle de notre complicité à Marie-Françoise Plissard et moi qui a permis à ces livres de se faire avec leurs qualités et leurs défauts, mais l'enthousiasme qui était fait comme ça d'un grand nombre de petites qualités qui étaient réunies. Et puis Jérôme Lindon, il pensait qu'il allait y avoir comme ça plein de gens qui allaient faire des choses de cet ordre, mais en fait c'était une entreprise un peu folle. Je me souviens à l'époque, on essayait de trouver un tout petit peu d'argent pour le faire. Et puis on nous disait, mais il n'y a pas de commission pour aider Roman Photo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Roman Photo, c'est dans nous deux, c'est dans Femmes d'aujourd'hui. Non, mais nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu différent. Oui, on voit bien, c'est différent, mais c'est pas de la bande dessinée. Enfin, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de commission pour la bande dessinée. C'est pas du cinéma. Non. Les photographes de galeries, c'est pas... Non, c'est différent. Alors, à un moment, on nous avait dit, je vous assure, c'est vrai, vous devriez aller à la commission de la tapisserie. Parce que vous voyez, tapisserie, il y a aussi plusieurs choses. Donc et eux, ils n'ont pas tellement de projets intéressants, donc peut-être... Alors on a introduit un dossier à la commission de la tapisserie qui nous a dit, mais c'est pas vraiment de la tapisserie. On a dit, on est bien d'accord avec vous. Et finalement, la seule manière dont on a financé minimalement ce livre Droit de regard qui a été postfacé magnifiquement par Jacques Derrida et qui est un livre qui continue à vivre et qui a été traduit. Le seul argent qu'on a trouvé pour payer vraiment le minimum, c'est presque inavouable aujourd'hui, c'était chez le cigarettier Philippe Maurice, parce qu'ils avaient remarqué que dans notre précédent livre Fugue, il y avait beaucoup de fumeurs. Alors, comme déjà les pubs pour le tabac étaient un peu restreintes, ils ont dit on vous donne un petit peu d'argent, mais il faut simplement que les personnages fument. Alors, si vous regardez Droit de regard, c'est une étrangeté parce que ça fume vraiment beaucoup, histoire d'amour, de machin, de dérives, des récits enchâssés, des labyrinthes narratifs, mais ça fume, voilà. Et donc, c'est les seuls qui nous ont aidés sans s'intéresser du tout aux problématiques artistiques qui étaient les nôtres, ni au genre de récit, ni au côté un peu osé, aux nudités, au lesbianisme, tout ça. Non, c'était si ça fume, c'est bon. Et ils ont reçu le livre, ils ont dit c'est très très bien, vraiment formidable, bravo, merci beaucoup. Et voilà. Mais donc c'était dire que c'était difficile de faire et que aujourd'hui, je vois parfois des gens qui écrivent des articles assez intello, et alors qui s'interrogent. Ah oui, alors c'est étrange, on voit le paquet de cigarettes passer d'une main à l'autre et tout. Mais évidemment, personne n'imagine la raison matérielle, toute bête et toute simple, qui était que, voilà, on faisait comme James Bond, un petit peu de placement de produits. Donc voilà, pour que des choses se fassent, il faut parfois une rencontre de personnes, la rencontre avec Marie-Françoise, la confiance des éditions de Minuit, et puis le fait qu'on bricolait, on était tellement heureux de faire ça, on s'amusait tellement, on introduisait tellement de complices, que l'irrationalité complète de cette entreprise nous échappait. Et puis un jour, les années passent et on devient un petit peu plus raisonnable et on se dit on peut pas toujours faire ça, on peut pas toujours continuer comme ça, et chacun évolue un peu vers une métier, et voilà. Mais les choses se font aussi, je pense que les historiens de l'art peut-être oublient ces circonstances qui sont là partout, qui ont été là chez les peintres et les sculpteurs de la Renaissance, qui ont été là chez les architectes et jusque dans l'asperge dont je parlais tout à l'heure à propos de Manet, et qui nous permet de conclure sur une note culinaire. On pourrait le reprendre à partir de Paul Valéry. Oui. Pratiquement toutes les questions, il les rencontre, le rapport à l'image, le rapport à la fragmentation, le rapport à la matérialité, parce que c'est quelqu'un qui venait d'un milieu très modeste et qui a dû se soucier de gagner sa vie, alors qu'il avait l'image du grand poète et qu'il acceptait beaucoup de travaux de circonstances et de commandes, et qu'à travers ces commandes, il a fait des choses tout à fait extraordinaires. Et puis évidemment, chez Valéry, le refus d'une coupure entre le travail de création et le travail de réflexion, puisqu'il est indissociablement les deux. Alors c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé depuis l'adolescence, qui peut sembler loin de moi, parce que c'est quand même une stature plus intellectuelle que la mienne, et peut-être un peu plus sévère, mais j'étais frappé dès ma jeunesse par beaucoup d'éléments dont on ne parlait pas à propos de Valéry, dont on avait une vision un peu grise, un peu marmoréenne, un peu académicienne. Et j'ai cherché, et j'ai découvert de plus en plus de choses à un moment où sa fille était
encore vivante, et protégeait l'image de Valérie, l'ange, le pur esprit, Monsieur Test, quoi, somme toute, Monsieur Test réincarné. Et j'ai commencé des recherches dans les années 80, publié un premier livre, et puis je revenais régulièrement à Paul Valéry, et j'ai fait récemment ce Valéry tenté de vivre, qui essaye de lui rendre justice en tant que créateur, mais aussi en tant qu'individu complet. Alors Valéry avec sa fougue, sa passion de jeunesse, son talent exceptionnel à 20 ans, la rencontre avec Pierre-Louis, avec Gide, Valéry, l'homme du silence. L'homme qui, pendant 20 ans, tourne le dos à la littérature, surtout après la mort de Mallarmé, qui était sa grande figure. Valéry, qui est le découvreur d'André Breton, ce dont on ne parle jamais, c'est le premier lecteur de Breton, qui a alors 18 ans. Valéry joue le même rôle par rapport à Breton que Mallarmé par rapport à lui. Et puis Valéry qui accède à la gloire, et qui, au moment où il accède à 50 ans à la gloire, où il se remet à publier, après les années de silence, voit revenir vers lui ce refoulé énorme qu'a été l'amour, et qui, plus il avance dans la vie, plus il est gagné par la passion amoureuse, débordé par la passion amoureuse, complètement antinomique avec l'image qu'on a de lui, avec la sévérité apparente de son œuvre. Et là, il y a toute l'œuvre secrète, les correspondances, des parties, des cahiers, etc. Et voilà, tout ça, je l'ai aimé. Et assez bizarrement pour Valéry, qui, comme beaucoup de gens que j'admire, essayait de séparer finalement l'œuvre de la vie, j'ai tenté de montrer à quel point elles étaient, non pas dans un rapport simple de causalité, mais indissociables, inséparables. Et au fond, oui, c'est une de mes grosses obsessions, ça, ce côté-là. Peut-être de redonner sa chance à l'approche biographique, ou peut-être tout simplement de se dire que tout ce qu'on fait à notre façon, même très indirectement, c'est tenter de vivre, comme je le dis en sous-titre. C'est un très beau vers de la fin du Cimetière marin, cette longue méditation sur la mort, qui est le poème le plus célèbre de Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et j'ai essayé de montrer dans ce livre que c'était pas une formule, que c'est pas il faut vivre. C'est facile, il faut vivre, on peut dire. Il faut apprendre à mourir. Il faut tenter de vivre. Et quand on lit mon livre, chaque fois qu'on voit à quel point ce mot tenter est le mot important, quoi. Comment ça se fait aussi sous forme, sur fond de doute, de mélancolie, de difficulté, et voilà. Alors c'est un livre qui est disponible ici, mais qui est vraiment, qui fait d'une façon la synthèse effectivement de ce qu'on vient d'évoquer, et de finalement des recherches, de vos recherches aussi, qui se retrouvent dans cette vie, dans ce parcours, dans toutes ces contradictions, toutes les contradictions de Valéry. Tu sais ce que j'aime à travers, je me rends compte en parlant comme ça avec toi, mais ce que j'aime, c'est vraiment, d'une certaine façon, admirer. Admirer celui ou celle avec qui je travaille, ou admirer les disparus, dans un dialogue qui peut être un dialogue critique, hein, qui n'est pas un dialogue de vénération, mais profondément, c'est ça. Or, beaucoup de gens qui sont du côté de la création sont d'abord, comment dire, dans une relation forte avec eux-mêmes, et bien sûr c'est nécessaire, et je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir de relation avec moi-même, mais ça se fait beaucoup à travers les autres, à travers l'altérité, et la biographie, pour ça, c'est une autre forme de collaboration. J'ai le sentiment, en travaillant sur Hergé, que j'ai un peu connu, sur Derrida, que j'ai un peu connu, sur Paul Valéry, que je n'ai connu que très indirectement à travers des proches. Il est mort un peu tôt quand même, il est mort en 1945. C'était un terrible sentiment de proximité, et parfois je me dis, des choses absurdes, hein, qu'on se dit, mais qui vous aident à écrire. Parfois je me dis, mais si Paul Valéry lisait le livre, il serait un peu agacé, il dirait quand même, vous avez été indiscret, tout ça, vous en avez trop dit, vous avez été trop loin là-dessus. Puis je dirais, mais quand même, Monsieur Valéry, le portrait est ressemblant. Et
Il aurait peut-être du mal à le reconnaître, mais je pense que oui. J'essaye vraiment, et c'est une lubie, peu importe que ce soit vrai ou pas, mais comme un peintre qui fait un portrait, au fond, il ne cherche pas seulement à ce que ça soit bien peint, il cherche à avoir saisi quelque chose de la personne. Et cette recherche de ressemblance, elle est fondamentale. C'est des mythes, c'est des fantasmes, c'est des utopies qui vous font avancer. Et je crois que oui, je crois que c'est lui. Mais c'est vrai qu'on a cette image de Valéry comme ça, auteur consacré, etc. Et là, on découvre tout des pans de sa vie qui s'imbriquent effectivement et que tu argumentes, que tu analyses, que tu décortiques. Cela dit, ce n'est pas une biographie comme celle que tu as pu faire de Derrida. C'est plus ici, on est plus peut-être dans un portrait, comme un portrait fait au fusain. Alors il y a une phrase que je retiens aussi, ayant consacré 16 heures à la vie de l'esprit, ce que Valéry écrit, ayant consacré 16 heures à la vie de l'esprit, je me sens le droit d'être bête le reste de la journée. Il y a tout un humour aussi chez Valéry qu'on ressent dans les lettres aussi, dans la correspondance. Dans tous les cahiers, effectivement. Tu l'expliques aussi que finalement, on n'a peut-être pas pris conscience de toute l'importance de la pensée de Valéry parce qu'elle est noyée aussi dans les cahiers qu'il tient toute sa vie. Il parle de la photo aussi. Il faut pas qu'on soit trop long. Je vais finir par une citation de Valéry. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est en exergue du livre. On écrit la vie d'un homme, ses œuvres, ses actes, ce qu'il a dit, ce qu'on a dit de lui. Mais le plus vécu de cette vie échappe. Un rêve qu'il a fait, une sensation singulière, douleur locale, étonnement, regard, des images favorites ou obsédantes, un air qui vient chantonner en lui à tel moment d'absence, tout cela est plus lui que son histoire connaissable. Voilà. Ce que j'aime au cinéma, c'est surtout de réaliser, ce que j'ai fait un petit peu, plus pour du documentaire que de la fiction, mais un peu pour de la fiction. J'ai réalisé un long métrage qui s'appelle Le Dernier Plan, qu'on trouve depuis peu sur Internet, assez facilement. Et j'ai beaucoup travaillé régulièrement travaillé avec un cinéaste que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup appris, qui était Raoul Ruiz, cinéaste chilien, exilé en France, après le coup d'État de Pinochet, et que j'ai connu dans une période plutôt difficile de sa carrière, et puis qui a connu de grands succès sur le tard, avec des films comme Le Temps retrouvé, Trois vies et une seule mort, Généalogie d'un crime, Les mystères de Lisbonne, et qui est quelqu'un qui avait toujours cette souplesse, cette plasticité par rapport à l'écriture du cinéma, qui n'était jamais plaintif, qui pouvait travailler avec 3 fois rien, comme avec des très gros budgets. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, et il m'a beaucoup appris. Et j'ai publié il n'y a pas très longtemps avec l'écrivain et critique qui s'appelle Guy Scarpetta, un livre intitulé Raoul Ruiz le magicien, où il y a notamment de très longues conversations que j'avais eues avec lui, et il reste une personne tout à fait extraordinaire, exempte de la plainte et du regret qui assaille tant de cinéastes, souvent pour de bonnes raisons. Le cinéma est un métier qui génère pas mal de frustration, et Ruiz en était exempt, et il avait connu l'expérience plus tragique de l'exil, du redémarrage à zéro dans une autre langue, et c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Je redis vraiment, et je ne peux pas le dire autrement pour la conclusion, c'est que les rencontres ont été l'ossature de mon travail jusqu'ici, et j'espère que ça continuera, et des chances. Et je reste frappé par la générosité de beaucoup de gens à mon égard, quand j'étais vraiment peu gamin, que j'ai rencontré Rob Grillet, qui avait une réputation difficile, Roland Barthes, Hergé sur un autre mode, des gens plus de ma génération, avec lesquels j'ai développé des projets, et à chaque fois ça a été ce sentiment qu'on ne travaillait pas. Bien sûr, c'était fait avec sérieux, c'était fait, mais que la rencontre
passait presque au-dessus. C'est vrai qu'avec Ruiz, par exemple, j'ai fait, avant ce livre sur lui, un livre en collaboration et un seul film, ce qui est peu par rapport au temps qu'on a passé ensemble, mais finalement je retiens plus toutes les expériences partagées, tout le dialogue, que strictement le résultat. Et voilà, ça c'est aussi la raison pour laquelle je peux avoir pratiqué ces métiers autour de la création depuis tellement d'années, en gardant une telle part de plaisir et finalement aussi peu de contraintes. À part les contraintes qu'on se donne par jeu, mais ça c'est rien. Et avec Françoise Cuyton, il y a toujours du plaisir à inventer un nouveau projet ensemble. Là, on est en train de préparer une expo sur Winsor McCay, un des grands précurseurs de la BD, et on s'amuse toujours et on est heureux de le faire. Voilà, ça c'est vraiment. Et puis parfois une collaboration est en sommeil, on se voit plus, on ne travaille plus, et puis 10 ans après, on peut retrouver une autre occasion où on change de génération. Là, dans le projet de bande dessinée dont je parlais avec Aurélia Orita, travailler avec quelqu'un d'une toute autre génération, devoir expliquer des références, devoir montrer des références qui pour moi étaient des évidences et qui pour elle ne le sont pas, c'est d'autres formes de plaisir. Donc vous avez compris que je ne peux pas vraiment me plaindre et d'avoir fait ce drôle de métier qui n'est pas un métier, qui n'a pas de nom, mais qui en plus m'a permis de vivre depuis l'âge de 25 ans. Voilà. Merci. Maison de la Francité.